Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Eric Macaire. Tu me diras, tu me rattrapes si je dis pas bien, qui est gériatre, psychogériatre, et ensemble on va parler de l'empathie dans les soins. Moi j'ai découvert ce que tu fais à travers LinkedIn, à travers tes publications, ton site internet. J'ai vu du coup que tu avais une association, et l'idée c'est de parler de tout ça. Et pour commencer, je te propose de te présenter. D'accord, d'abord permets-moi de te remercier Arnaud de m'inviter pour venir parler d'un sujet qui vraiment nous porte à cœur, c'est l'empathie dans les soins. Euh, Avant de me présenter, je pense que le sujet principal, c'est vraiment l'empathie dans les soins plus que ma personne. Mais pour ce qui est de mon côté, en fait, je suis effectivement médecin gériatre et psychogériatre formé aux soins palliatifs. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce dans les Hauts-de-France. J'ai vu que tu étais au CHRU de Lille, donc Ouais, j'en c'est HRU, bof, moi je bosse pour l'université. l'université de Mais Lille. j'habite dans le Pas-de-Calais. Toi, t'es d'où? Moi aussi, pas loin d'Arras. Eh ben voilà, moi aussi. Ah voilà, on est voisins en fait, hein. Il va falloir qu'on se rencontre On pour aille boire boire un un coup. coup. Donc, pour continuer, en gros, je fais partie de comités rédactionnels de différentes revues médicales françaises, de comités pédagogiques au sein de diplômes universitaires parisiens. Et puis, j'ai fait 2 ans de formation à l'accompagnement centré pour la personne dans l'approche rogérienne, qui m'a permis de voir les choses vraiment très différemment. Ça a été un peu compliqué, mais un passage vraiment très très intéressant. Et je travaille en binôme avec mon épouse Bérangère, qui est elle infirmière hospitalière depuis 25 ans et qui est plus actuellement en HAD. À deux, on a cofondé l'association Empathie en 2019. Et puis on anime un site qui s'appelle maker.fr, Maker, depuis plus de 20 ans en fait, qui a une bonne visibilité, qui a pas mal de contenu à la fois pour les professionnels et pour les aidants et pour les personnes âgées. Ok, ok. Il y a plein d'infos. C'est quoi un psychogériatre? La psychogériatrie, en fait, c'est la partie de la gériatrie qui va s'occuper plus des maladies mentales de la personne âgée, Ok, alors que ce soit les maladies du genre maladie d'Alzheimer, maladie des corps de Lewy, ou soit qui va s'occuper de l'évolution de certains symptômes, par exemple les délires, les hallucinations, la dépression, ces choses-là. ok, ok, c'est clair. Tu disais donc le sujet principal, c'est l'empathie dans les soins. Euh, pourquoi ce sujet? Pourquoi tu bosses là-dessus? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Pourquoi tu fais ça? Alors tout ça, ça démarre un peu de mon histoire personnelle. Euh, Il y a d'abord la formation à l'ACP en fait que j'ai faite aux alentours de 2017. Et cette formation, elle est venue d'une histoire toute simple. Quand j'étais médecin gériatre dans un service d'urgence, un jour j'ai été complètement traumatisé émotionnellement par une situation médicale que j'ai dû prendre en charge. Et je me rappelle qu'en sortant de la chambre, j'étais accompagné de l'infirmière et elle me parlait, mais j'arrivais plus du tout à entendre. Tu sais, j'étais un peu dans un Ouais, état complètement traumatisé, quoi. comme J'étais si t'es sonné, quoi. ouais, sonné, vraiment assommé d'un coup. Et puis je lui ai dit, tu sais, mon problème, c'est que j'ai trop d'empathie. Et au Ouais, moment où j'ai exprimé cette phrase, on est arrivé au PC médical. Du coup, j'ai pu me poser, laisser redescendre un petit peu ouais, l'émotion, puis après revenir un peu sur quand même la prise en charge médicale. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est bizarre, mais en fait, je connais rien du tout à ce mot que je viens de prononcer et que je viens d'identifier comme étant potentiellement un problème chez moi. Et donc, ça a été la démarche, ce qui est du côté personnel de mon travail sur l'empathie dans les soins. En fait, au fur et à mesure où j'ai travaillé sur le sujet, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de questions de la part des soignants et même de la part des personnes qu'on soignait,
je lis souvent des articles qui peuvent passer dans la presse, par exemple Le Monde ou choses comme ça, qui relate la demande des personnes qui reçoivent des soins à être soignées de façon empathique par, Hmm. euh, par les soignants. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des professionnels, qui soient médecins, qui soient paramédicaux, où on s'était interrogé sur, mais les gens, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent avoir quelqu'un vraiment compétent au niveau médical. Et puis, voilà, quelle que soit la façon d'exercer, ça suit un protocole, une procédure, c'est très strict, ça roule bien. Donc vraiment l'aspect biomédical en fait. Ou est-ce que les gens préfèrent un médecin qui est plus présent, qui est plus dans la relation, qui construit une relation de confiance en même temps qu'il fait sa prise en charge, et à niveau de compétence égale, attention, ça c'est important, à Hmm. niveau de compétence égale, les gens préfèrent systématiquement le professionnel empathique. Ouais. Et en même temps, ça paraît tellement logique, tu vois, quand on le dit comme ça. C'est évident. Alors ça n'a pas été forcément une évidence pour tous les professionnels, parce que la médecine a longtemps été enseignée de façon assez stricte, hein. Hmm. Et la notion du paternalisme, hein, qui date quand même de longues années, et qui a été remise en question aux alentours du 19e avec Angel, qui proposait déjà une réflexion sur l'aspect biopsychosocial des prises en charge. En fait, c'est Ouais. ça qui m'a beaucoup plu, pardon, en gériatrie et en psychogériatrie, c'est que au lieu de se concentrer juste sur un organe ou juste sur un point de la prise en charge, notre approche se veut vraiment très globale. Ça inclut à la fois les problématiques biomédicales, les problématiques psychologiques forcément, les Hmm. problématiques sociales, l'aspect spirituel aussi, ça joue beaucoup, l'histoire de vie des gens, l'environnement dans lequel ils évoluent, comment ils peuvent l'intégrer. Et en fait, tout ça mis ensemble, ça a beaucoup questionné ce qu'est l'empathie et en quoi elle peut nous être utile, très concrètement, et comment on la met en place. Ouais, parce que c'est ça le sujet, tu vois, l'empathie, tu te dis, bon, on s'en doute, c'est normal, c'est super important, tu vois, mais comme on pourrait dire bienveillance, bientraitance, voilà, et en fait, le vrai sujet derrière, la vraie difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, quoi. Comment je le mets en place en sachant que il n'y a pas forcément une recette type, miracle, tu vois, qui va aller tout seul. C'est vraiment l'analyse cas par cas. Après, je te rejoins, hein, moi, ma vision là-dessus et mon ressenti, c'est, tu vois, par exemple, sur un établissement, on a souvent des classements, des trucs qui diraient, ben, d'une maison de retraite à l'autre, d'un établissement médico-social, qu'est-ce qui fait qu'il est bien, qu'il est qualitatif? Tu vois, c'est marrant parce qu'en plus, je fais des évaluations HAS et il y a plein de critères. Alors, il y a des petits critères quand même sur les droits de la personne et on touche un peu le truc. Mais en réalité, le vrai sujet, qu'est-ce qui est vraiment important, tu vois, pour une personne qui vit dans un établissement et en plus on est sur du long terme, bah, en fait, c'est d'avoir un bon relationnel avec l'ensemble des gens et surtout les professionnels. Tu vois, c'est si je me sens bien avec eux, si ça se passe bien, que je suis en confiance, que j'ai voilà, un bon lien, bah en fait, je me sens bien et tout va bien. Tu vois, et finalement, le reste, bah, c'est important, mais c'est assez secondaire. Et là encore, d'une personne à l'autre, que ce soit le professionnel ou la personne accompagnée et tout le monde est très différent et du coup, il n'y aura pas une recette type. Et du coup, c'est là où c'est très compliqué, c'est comment on s'adapte aux uns aux autres. Voilà, après ça, c'est mon point de vue, quoi. Est-ce que c'est comme ça que toi tu vois la notion d'empathie et même comment tu définirais l'empathie? Parce que finalement, c'est un terme aussi qu'on utilise beaucoup et je Ouais. pense que peut-être parfois à tort ou à travers. Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est vrai, on va répondre, tu poses beaucoup de sujets d'un coup, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle pour l'empathie. En gros, et en plus, l'empathie intervient dans énormément de domaines, à la fois dans, comme tu le soulignais, dans les critères d'évaluation, la bientraitance, la relation thérapeutique, mais on peut aussi parler de l'éducation thérapeutique, on peut parler de l'accompagnement sur la fin de vie aussi, et qui demande quand même beaucoup de travail relationnel. Oui, carrément, mais là, c'est un très bon exemple. Je dirais que c'est même 80% du job, tu vois.
c'est énormément de travail, ouais. Énormément, énormément, effectivement, ouais. Et puis, tu soulignes aussi, c'est que l'environnement facilite ou érode un petit peu les capacités à l'empathie. Alors, pourquoi est-ce que vraiment on s'est intéressé à l'empathie? C'est qu'un jour, euh, je discutais, alors, il y a longtemps quand même, hein, et je discutais avec deux soignantes qui me disaient, ouah, enfin, elles parlaient en fait, elles me parlaient pas moi, elles parlaient entre elles et puis je les entendais. Une qui disait, on n'arrive jamais à faire les soins à cette dame, elle est vraiment dans l'opposition, c'est pas possible. Elle crie tout le temps, elle veut toujours son sac. Enfin, il y avait un problème avec un sac. Hmm. Et puis sa copine lui répond, ah ouais, c'est vrai que la dernière fois, je suis allé dans la chambre et puis je lui ai dit, oh, comment ça va aujourd'hui? Donc elle rentre un petit peu en relation, puis elle lui demande, ben, j'ai l'impression que votre sac, il est précieux pour vous et que vous souhaitez le garder pendant les soins. Donc là, la dame, elle a eu un moment de blocage parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été une question qui lui avait été posée. Et en fait, Hmm. rien qu'en posant cette question, euh, je me suis dit, au moment où j'ai entendu, je me suis dit, elle lui a donné le droit d'exister ou d'être quelque chose, ou quelqu'un, d'avoir un besoin particulier, d'exprimer quelque chose. Et elle lui a proposé de garder le sac à main pendant qu'elle faisait la toilette, en lui disant, bah, si vous voulez, voilà, quand je vais le lever à droite, vous pouvez le tenir à gauche, et ainsi de suite. Hmm. Donc, diversifier un petit peu. Là, elle était vraiment dans une approche très intuitive de l'empathie, mais elle a fait en fait une démarche extrêmement empathique. D'abord, comprendre quelle était l'émotion qui était exprimée, c'est-à-dire que cette dame, elle tenait, elle voulait son sac pour se sentir plus en sécurité. Il y avait un besoin, l'émotion, c'était un peu la peur de se retrouver sans le sac. On a ça maintenant, nous, avec nos téléphones portables, hein. Ouais, ouais, le Si on n'a FOMO. pas nos téléphones, Et c'est dur. je pense qu'avec les plus jeunes, c'est ça. C'est vrai que les résidentes qui disent mon sac, mon sac, mon sac, il faut se préparer à ce que dans quelques années, ce soit mon téléphone, mon téléphone. Voilà. Ah, bien vu. En fait, je me suis rendu compte que cette aide-soignante, alors bien sûr, après des années de réflexion, à ce moment-là, en fait, elle a utilisé plein de mécanismes empathiques. Euh, elle a, elle a réussi à travailler sur ce qu'on appellerait les soins centrés sur la personne de façon très intuitive. C'est-à-dire que si ce jour-là, je lui avais demandé, mais ouais, mais alors vous avez fait preuve d'empathie, elle aurait été probablement incapable de répondre parce que euh, déjà, comme tu le soulignais, c'est- les gens n'ont pas tous la même définition de l'empathie, on va probablement en parler après. Et puis, ça lui est venu presque comme ça, quoi, à Ouais, ce et en moment-là. même temps, c'est du bon sens, tu vois. Et c'est du bon sens, mais je sais pas dans quel contexte, mais tu vois, dans un contexte, je sais pas, hospitalier, tu te dis, c'est le truc à se faire engueuler presque si on l'apprend. C'est quoi? Vous faites une toilette, des trucs d'hygiène avec son sac, machin, truc et tout, c'est quoi ce bordel, tu vois? Ou Ouais, limite, il est un peu mouillé et tu te prends la famille un peu sur le dos en disant, mais c'est quoi ce bordel, ces trucs qui sont mouillés, enfin, qui c'est le con qui l'a mis à la douche avec, tu vois, alors que c'est le moyen que les choses se passent sereinement. plus simplement, ouais. Et donc, pour en revenir un petit peu à cet aspect intuitif de l'empathie, c'est vrai que quand moi j'ai regardé, après les années passées, ce que disait la science par rapport à l'empathie, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas une seule définition universelle et consensuelle. Alors, universelle, ça veut dire que tout le monde dirait la même chose et, Hmm. et qui serait tout le temps valable dans le temps. Ça, c'est consensuel et universel. Euh, Par contre, on a des composantes qui apparaissent comme ça au fur et à mesure des articles, au fur et à mesure des études qui sont faites. On a les composantes qu'on connaît tous très bien, hein, qui sont l'aspect cognitif, l'aspect émotionnel. Il y a une composante qu'on connaît peut-être un petit peu moins bien, c'est l'aspect motivationnel qu'on a vu, qu'on a retrouvé dans les études en neurosciences. C'est-à-dire que être empathique, aller jusqu'au bout de l'empathie, c'est aussi avoir la volonté d'être empathique, c'est avoir le souci de l'autre personne. C'est la troisième composante qui est neuroscientifiquement démontrée. Ok, alors est-ce que le souci de l'autre, c'est on reboucle pas avec la bienveillance, vouloir le bien de l'autre? Exactement. Ouais, Donc, avec je comprends. avec la bientraitance, la bienveillance, Ouais, avec les soins centrés sur la personne. Par exemple, euh, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. tu gardes un peu de suspense, ça marche. Suspense, ouais, c'est ça, suspense.
Et donc, dans les composantes qu'on a découvertes au fur et à mesure des études, on a cette volonté d'explorer aussi ce qui se passe. Et tu vois, cette aide-soignante qui disait bah, ce sac, il a l'air d'être important pour vous. Elle explore quelle est la question. Elle permet à l'autre personne de lui répondre, d'aller chercher l'info. Et en même Mm. temps, elle lui a répondu de façon empathique. Et donc, elle a fait la démarche d'une compréhension empathique. Elle a essayé de se mettre un peu à sa place en se disant, c'est vrai que j'ai l'impression que vous avez peur quand vous n'avez pas votre sac. Et quand vous avez votre sac, ça va mieux. Et elle a cherché donc à partager aussi derrière avec cette personne. Est-ce que vous voulez garder quand même votre sac pendant les soins, même si ça peut peut-être l'abîmer ou ça peut être compliqué? Mm. Tout ça, ça lui a quand même permis d'avancer vraiment très bien, tout en restant elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'empathie de façon très profonde en fait, en très peu de temps. J'espère qu'on aura l'opportunité de parler du temps dans l'empathie, tout en restant elle-même. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on discute avec des soignants ou avec des professionnels ou même avec des aidants, on a parfois la question du ouais, mais je vais finir par m'embourber en gros dans l'état émotionnel de la personne avec qui je cherche à être empathique. Et c'est cet espace entre soi et l'autre qui est modulable en fait. On peut être Mm. très proche, on peut être très distant. Ça, c'était la médecine paternaliste. Le médecin donnait, donnait les consignes de très loin. On peut être très proche, c'est plus la sympathie. Et on peut trouver un juste milieu où on est dans la capacité de recevoir l'état émotionnel, de l'intégrer, de le comprendre, de le mettre en perspective avec le vécu de la personne, avec ses besoins qu'elle exprime derrière le côté émotionnel, pour pouvoir comprendre son comportement et avancer, agir de façon adaptée à sa demande. Ok. Et tout ça, en Et- fait, c'est euh, les 6 composantes de l'empathie. C'est explorer la demande, essayer de comprendre la personne et son état émotionnel, partager ce qu'on a compris et être dans la volonté de partager, ressentir, hein, on en a parlé, ressentir l'émotion, pour essayer d'aller vers une action tout en restant soi-même sans complètement se noyer dans la personne. Ça, c'est vraiment l'empathie. Et pour répondre à la question de l'environnement que tu as posée, en disant que bah ouais, mais c'est vrai que l'empathie, elle a quelque chose à voir avec l'environnement dans lequel elle s'exprime. C'est tout à fait exact. C'est clairement, on peut pas le dire mieux. Euh, L'empathie, c'est un processus qui est dynamique, à la fois dans notre vie. On n'est pas à la naissance, on est, on commence à être outillé pour être empathique, mais on apprend à être empathique. Ouais, on le voit avec les enfants qui du coup on voit dans le développement au début très centré sur leurs émotions et puis voilà Au le fur et à mesure. principe de l'autre il s'en fout complètement. C'est ça, mais en fait, c'est comme le vélo. Si tu veux, le vélo, sauf certaines maladies ou certaines difficultés à la naissance Ouais, ou pendant la vie, on est tous outillés pour faire du vélo. Et en même temps, c'est pas au moment où on monte sur le vélo qu'on va faire le Tour de France, quoi. ouais, ça se travaille quoi. Il y a quand même des démarches, il y a quand même des étapes, des moments où on tombe, on se fait mal aussi, hein, parfois, hein. On se Mm. casse poignet, machin, on doit mettre un casque et tout ça. Mais c'est en ça que l'empathie est vraiment très parallèle à- à comment on apprend à faire du vélo. Ouais, c'est un apprentissage quoi. C'est un C'est apprentissage. En fait, progressivement, ça devient très intuitif. Et je pense que les soignants, ils ont besoin qu'on leur fournisse des mots pour essayer de formaliser un petit peu ce que c'est l'empathie, mieux le comprendre pour pouvoir mieux partager quelles sont les attitudes et les comportements qui se mettent en œuvre de façon concrète au quotidien, euh, qui permettent de montrer qu'on a le souci de l'autre de façon empathique. et ça, comment tu fais à travers tes formations pour développer cette compétence
C'est marrant parce que j'ai enregistré hier, ce sera l'épisode précédent, un sujet sur les soft skills, que j'arrive toujours pas à prononcer, mais on est pile poil dedans, quoi. Mais du coup, sur une compétence, une capacité, en fait, très précise, qui est l'empathie. Et ce que je me demande, c'est d'un point de vue, parce que, ok, tu vois, le problème, c'est que c'est pas très palpable, tu vois, je t'apprends à faire, je sais pas, à faire une manip de chirurgie ou un truc, tu vois, qui est vraiment très clair, très précise, très cadré, très protocolé. Comment tu fais pour justement travailler l'empathie? Bah, là, probablement que pardon, c'est d'aider les équipes à prendre conscience de l'aspect intuitif de leur pratique. Je pense que c'est l'une des premières étapes. Après, il y a beaucoup d'outils qui permettent de travailler l'empathie. Mais c'est, tu vois, par exemple, une infirmière un jour qui me parle, et on était à plusieurs. Elle parle, elle présente, elle nous dit, ouais, j'ai des difficultés, je comprends pas, les gens, quand je leur parle, je les sens vraiment très éloignés, puis vous, quand vous y allez, ils vous parlent beaucoup, quoi. Et ils sont plus proches, ils échangent plus de choses que quand moi j'y vais, je sens qu'il y a quelque chose qui y va pas, quoi, mais j'arrive pas à identifier ce que c'est. Et je me rappelle que une de ses collègues lui a dit, mais de temps en temps, je regarde comment tu te positionnes et puis comment tu es physiquement. Et j'ai remarqué souvent, tu croises les bras quand tu es en phase d'échange. Et il y a des gens chez qui les personnes qui croisent les bras sont considérées comme des personnes fermées, tu vois. Hmm. Par exemple, chez les médecins, c'est est-ce que tu ouvres ta blouse ou bien est-ce que tu fermes ta blouse? Ouais, ça a un impact psychologique, même modeste, Ah ouais, ok. mais en tout cas, ça montre quelque chose. Et en fait, une fois que il y a eu cette prise de conscience sur l'intuitif ou en tout cas des choses qui sont pas forcément conscientes. Là, on peut commencer à travailler sur l'approche non verbale, sur l'approche plus verbale, comment formaliser un échange, comment approcher des gens. euh, et ça, Ouais, bien c'est avant de mettre en œuvre des formations très pointues ou bien alors plus dans l'immersion. Il y a besoin de ce passage. De l'intuitif à c'est vrai que. Ouais, parce qu'il faut le comprendre. Moi, je la visualise très bien, tu vois, le professionnel qui a un côté un peu speed, tu vois, très allez, allez, il faut que ça avance, on a ça à faire et tout, tu vois, qui a du coup des très bons côtés, mais qui va être moins centré relationnel, tu vois, et du coup, alors, tu vois, c'est là où encore c'est une grande question, hein. C'est marrant parce que ça reboucle vraiment avec plusieurs épisodes de ces derniers temps. C'est est-ce que du coup on considère qu'il faut qu'elle progresse sur un point faible, ou est-ce qu'on la laisse tranquille et on capitalise à fond sur ses points forts? Ça veut dire, est-ce que du coup on va la chercher sur l'empathie, ou est-ce qu'on se dit, bon, ok, c'est pas grave, on enverra quelqu'un d'autre le jour où il faut y aller un peu plus en douceur? Ah, alors ça, c'est vraiment une grosse, grosse question. Euh, Ouais, je sais pas s'il y a une bonne réponse, hein. Je sais même pas s'il y a une réponse, mais il y en a probablement une, mais alors formuler en 2 minutes, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on a créé l'association Empathie aux alentours de 2019, tu vois, c'était décembre 2019. On était motivés, on était trois, puis après cinq. Et on avait on a déposé les statuts, on s'est donné la mission de favoriser l'humanisation des soins par le biais de l'empathie dans les soins, en la mettant en lumière, en la mettant en science, ou en tout cas en étant le lien entre les informations scientifiques et une approche pédagogique pour pouvoir aider ceux qui le souhaitent ou ceux qui cherchent à comprendre, à progresser là-dessus. Et malheureusement, ou fort heureusement, je ne sais pas très bien, mais le 17 mars 2020, on devait programmer notre premier groupe hmm, euh, d'intervision entre professionnels et bon, bah, on a été complètement chanté par la Covid. ouais. En visio, ça marche pas? Alors, après, j'ai dû aller dans. Enfin, T'avais moi, pas le j'ai choix. un service Covid, du coup, j'ai vraiment plus Ah le oui, temps. d'accord. Plus T'as eu possible. coupure de coup de 2 ans, ou c'est ça, ou... Ouais, c'est ça, pendant 1 an et demi, ça a été vraiment Ouais, très, très chaud. Donc, on a décidé de temporiser les ok. actions en site et de
de commencer à avoir un espèce de corpus scientifique publié qui, qui aborde la question de l'empathie dans les soins de façon la plus pédagogique et concrète au quotidien. Hmm. Donc on a bossé beaucoup là-dessus. Après, on a commencé les visios avec des internes et de médecine générale et de gériatrie. On a fait des formations une fois qu'on a pu enfin refaire des formations sur site dans des pièces. Ouais, ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps, mais on a réussi après à faire des formations, ce qu'on pourrait appeler un peu opportunistes, hein. Tu sais, c'est par exemple, il y a une question qui émerge, et puis bah, c'est les transmissions, on a 10 minutes, paf, on se Hmm. mettait sur un petit temps de formation là-dessus. Et puis, bah, les années ont passé. Maintenant, on est à 7 ans de travail sur le sujet, et on commence un peu à toucher euh, quelque chose qui est plus proche d'un consensus international que d'une petite association dans son coin. On a intégré un réseau international de centres qui forment à l'empathie dans les soins. Ok, génial. Les meilleurs chercheurs scientifiques sur le sujet, hein, des professionnels qui ont travaillé toute leur carrière sur le sujet en publiant beaucoup de sciences. Il est impossible aujourd'hui de faire une étude scientifique sans parler d'eux, sur l'empathie dans les soins. Ouais, ok. Et donc, on essaye maintenant de développer plus les formations sur site. Alors, sur les formations sur site, l'association peut déléguer 2 personnes sur des demi-journées ou journées complètes. La structure, pour l'instant, qu'on favorise, c'est essentiellement sur la base de conférences et d'échanges dans un premier temps, pour voir un Mhm. peu où se situe l'établissement, parce que comme tu disais, voilà, peut-être qu'on peut avoir des gens qui sont intuitivement très empathiques et d'autres qui sont un peu plus en difficulté. Mais si l'écart entre les deux est vraiment très important, la première chose à faire, c'est d'essayer de trouver euh, une espèce de moyen âge pour pouvoir augmenter en compétences progressivement sans mettre personne mal à l'aise. Ouais, je comprends. Ça, c'est notre objectif. On a plusieurs techniques pour aborder la formation. Ok. La première, c'est vraiment venir sur place, faire un premier diagnostic et puis après proposer selon les établissements. On fait quasiment du à la carte. Ouais, bien sûr. Vous êtes sur c'est quel format en nombre de journées, combien de temps il faut, par exemple, si je veux que mon équipe, elle soit un peu plus ouverte, on va dire en conscience sur ces sujets-là. Toi, tu préconises quoi? Parce que j'imagine que tu fais une journée, c'est bien, mais c'est un peu le risque de, tu vois, tu dis ouais, ok, puis tu passes à autre chose, quoi. Tu reviens comme avant. C'est ça. Ça dépend de l'objectif de l'établissement en fait. Si alors, l'objectif de l'établissement et le diagnostic qu'on peut être amené à faire lors des premières rencontres, chaque établissement a vraiment sa spécificité. On cherche à s'adapter aux établissements. En gros, une seule intervention, qu'elle soit d'une journée ou deux, c'est peu, Ouais, peu. On sait que scientifiquement, plus les formations sont répétées, plus elles abordent l'empathie de façon un peu circulaire, en s'en rapprochant de plus en plus, hmm. plutôt que d'aller droit au but de façon linéaire. Ça a l'air d'être plus intéressant de tourner un peu autour de l'empathie et d'y aller progressivement pour que ce soit vraiment intégré et compris. Non, mais bien sûr, après, de toute façon, là, alors là, on s'adresse pas aux enfants, mais pédagogie, de toute façon, andragogie comme on veut, il y a une vérité, c'est qu'il faut de la répétition. Ouais, c'est sûr. Que si tu entends un truc une fois, tu dis OK, mais en fait, quand tu le vois plusieurs fois, et encore mieux quand tu le vis, c'est là où du coup tu imprimes vraiment et potentiellement tu peux changer quoi. Ce qui m'amène à penser comment tu fais dans votre approche, c'est quoi ton truc par exemple que tu trouves efficace ou voilà un peu comme si c'était un secret tu vois mais la secret sauce. Comment tu fais pour que justement percuter l'esprit des gens tu vois sur la dimension empathie?
Est-ce que tu as un sujet spécifique ou pas? Bah, ça rejoint un peu une histoire que j'ai vécue personnellement. Quand j'étais dans un service de court séjour, par exemple, gériatrique, on reçoit les gens en fait juste après qu'ils soient passés aux urgences pendant 7 à 10 jours d'hospitalisation. Donc ils sont dans une phase un peu critique. Ils vont pas en réanimation, ils vont pas en soins intensifs, mais en même temps, ils peuvent pas rentrer chez eux, ni être pour l'instant dans un service de soins de suite. Ils sont vraiment encore en phase aiguë, il y a un problème médical important et hospitalier à prendre en charge. Et là, je recevais un monsieur qui devait avoir 90 ou 92 ans. Le dossier des urgences m'informait bien, il n'y a pas de souci, la prise de sang elle est nickel, on a fait un scanner, il n'y a pas de problème, mais on ne comprend pas, il il y a une altération de l'état général, hein, la fameuse AEG, et un maintien à domicile qui est devenu très, très compliqué. Moi, j'arrive le lendemain matin, je commence mon tour, j'arrive dans sa chambre, je vois un monsieur de 90-92 ans, un peu prostré dans le lit, tu sais, la tête baissée, un peu Hmm. à regarder par terre, très, très en difficulté pour être en contact, même visuel, un peu comme s'il se sentait coupable de quelque chose, enfin, je sais pas, il s'auto-jugeait, c'était vraiment très, très intense. Et je me suis dit, si j'y vais en disant, bon alors monsieur, comment ça va, blablabla, blablabla, je vais Hmm. jamais y arriver, en fait, je vais passer à côté de tout. Je me suis dit, tiens, je vais m'asseoir, je vais rien dire, je vais me présenter, et je vais lui laisser le temps de parler. Oh, il a eu beaucoup de difficultés à parler, et du coup, je lui ai simplement dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tristesse dans votre regard, dans la façon dont vous êtes allongé dans le lit actuellement. Et je me suis tu. J'ai attendu. Et à ce moment-là, il s'est dit, mince, il y a quelque chose qui s'est débloqué chez lui. Peut-être qu'il s'est dit, c'est bon, je peux parler. Il m'a dit, oh, vous savez, docteur, hier, quand mon fils il est venu, mon épouse est décédée il y a quelques mois. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai pris le câble du téléphone, je l'ai enroulé autour de mon cou et autour de la potence. Et mon fils est arrivé à ce moment-là. Voilà. Ça, c'était. Alors, bien sûr, après, j'ai accompagné le risque suicidaire, les idéations suicidaires et tout ça. On est quand même passé d'une altération de l'état général, maintien à domicile impossible, à tentative de suicide. Hmm. En à peine quelques secondes. Ouais. J'étais allé, je pense, directement lui demander, mais pourquoi vous êtes hospitalisé? Il aurait été probablement dans la capacité de me le dire. En fait, si tu lui avais parlé, tu peux imaginer que jamais il l'aurait dit. Et comme tu parles pas, du coup, il te le dit. Ouais, c'est complètement fou, hein. Bah, comme les gens, ils se sentent en sécurité, ils se sentent écoutés et entendus, Hmm. possiblement écoutés et entendus, ils tentent. Et si vraiment ils se sentent entendus et compris, ils vont aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils sont en capacité d'exprimer. Ouais, c'est Pour dire, vraiment hein, tu vois, ce cool. monsieur, par exemple, il était allé aux urgences, il avait vu deux équipes différentes qui n'avaient pas relevé ce problème. Ouais, je comprends. Oui, parce qu'on n'a pas posé la question. C'est ça aussi, tu vois. Ah, je sais Et pas qu'il n'a si... pas envie d'en parler. Ouais. Et donc, en fait, quand j'ai repris un petit peu, pour revenir un peu sur comment est-ce qu'on peut aborder la Ouais. formation, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait à ce moment-là? Tu sais, même moi, c'était tellement intuitif, je savais pas comment mettre des mots pour les transmettre à un autre soignant, à un médecin qui serait intéressé, par exemple, pour aborder les personnes de cette façon-là. Je me suis dit, mince, donc, comment j'ai fait? En fait, je me suis rendu compte que, il y a beaucoup de choses qui passent dans le non-verbal. On a parlé tout à l'heure de l'infirmière qui avait les bras croisés. Le fait que je m'assoie, je me mette à sa hauteur de regard, que je sois détendu, que le téléphone ne soit pas en train de sonner, que je me sois rendu disponible, tout ça, que ma posture physique soit été sûrement détendue, tu vois, moins crispée. Voilà, il faut y aller, on n'a pas le temps. Ça a permis de faire quelque chose. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de travail à faire sur la compréhension du non-verbal. Puis après, dans la façon d'exprimer quelque chose, progressivement, en cherchant dans la science, j'ai trouvé qu'il existait des formats un peu faciles à retenir pour exprimer justement, pour s'exprimer de façon empathique.
Ouais, je comprends. Mais tu vois, ce que je trouve, c'est marrant parce que du coup, tu réponds à ma question sans répondre directement à ma question, mais en fait, j'ai ma réponse, c'est qu'en fait, tu vois, et j'imagine que, enfin, tu me dis, tu confirmeras ou pas, mais c'est une approche que moi je peux avoir, tu vois, le côté d'avoir passé quand même un petit temps sur le terrain. Quand tu arrives sur de la formation ou voilà, des cours, peu importe, en fait, le fait de raconter ces histoires-là et de bien les raconter comme tu viens de faire, tu vois, en expliquant vraiment le contexte, en mettant le cadre. Et ben du coup, je pense que un soignant, tu vois, là, il a compris ce que c'est l'empathie à travers cette histoire-là. Et que du coup, il va se dire, ah ouais, et ben du coup, je vais peut-être essayer de moins parler quand je vois une situation comme ça et essayer de laisser venir, essayer de travailler un peu plus cette relation sur laquelle, ben, en fait, la clé, c'est le non-verbal, c'est l'écoute, c'est laisser le temps. Et voilà, en fait. Mais tu vois, finalement, c'est le genre de truc, tu le fais, soit tu le fais spontanément si c'est dans ton tempérament, soit tu le fais pas si tu es un peu speed, parce qu'en fait, ton tempérament, c'est d'aller chercher plutôt le résultat de tout ce que tu dois faire, tu vois. Et finalement, si tu remets un peu en perspective ces histoires-là, tu peux te dire, ah ouais, du coup, je veux bien tester. Et pour peu que tu le vives et que ça marche, bah là, je pense que c'est bon, tu vois, t'as la compétence, t'as compris. Et tu sauras le refaire. Exactement. Voilà. Alors, pour pouvoir le refaire, en fait, c'est important, tu vois, c'est de passer justement, comme tu viens de le faire, de quelque chose d'intuitif à quelque chose que toi-même tu Ouais. arrives à mieux formuler. Et du coup, moi, il est plus facile de proposer de nouveaux éléments. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? Qu'est-ce qui est important de prendre en compte dans la communication non verbale? Après, on peut faire des ateliers si on voit que c'est une Hmm. ouverture. Souvent, c'est une énorme ouverture, en fait, hein. Par exemple, j'ai remarqué, c'est encore, il y a pas plus longtemps que ça, c'est que pour la, certes, dans les services de gériatrie, il arrive souvent que les personnes âgées soient un peu, comment dire, soient atteintes d'une surdité, qu'elles Hmm. soient modérées ou élevées. Ouais, ouais. Oui. On a tendance à tous arriver et paf, on parle à un niveau sonore qui nous paraît, nous, confortable à écouter, dans le cas où les gens ont une surdité, mais on ne s'assure pas forcément tout le temps que la personne soit vraiment sourde. Et si elle n'est pas sourde, en fait, elle se retrouve avec quelqu'un qui crie à côté d'elle. Ça peut être très, très surprenant. Ça, c'est un côté non verbal. On peut en parler à chaque formation, à chaque fois ça ressort, hein. Oui, Et parce que il y a le côté un peu infantilisant qui va avec. Souvent, tu cries et puis tu fais des phrases un peu trop simples et tu lui parles de manière voilà, moyennement adaptée. Et c'est sûr que pour certains, ça peut heurter, quoi. Tu te dis, merde, exactement. si on me parle comme ça, ils se prennent pour pour un con. C'est quoi leur problème? Et c'est vrai que tu peux avoir quelqu'un en face qui va qui peut en rire et puis te dire, eh, ça va, je suis pas sourd, et tourner le truc tranquille. Ou alors tu peux avoir quelqu'un qui du coup parle pas, qui se sent mal et qui le vit mal, quoi. Le truc. En fait, nous, on appelle ça le elder speak. C'est le parler bébé, quoi. C'est-à-dire Ouais, c'est exactement ça, ouais. on s'est dit en gériatrie, c'est important quand les gens ils ont des troubles cognitifs ou quand ils ont des difficultés à entendre, des difficultés à comprendre, à vivre leur environnement, à parler de façon simple et directe. Ouais. Souvent, on s'est rendu compte que parfois le message il était peut-être un peu trop simple, un peu trop direct. Et c'est vrai que les phrases avaient tendance à être très très courtes. Et c'est pareil, tu vois, quand ça sort en formation sur les premiers temps, on peut se dire, tiens, il y a un élément à travailler ici, quoi. C'est Hmm. quoi, comment s'exprimer de façon brève, compréhensible et adaptée. Ouais, c'est clair. Oui, parce que derrière, c'est toute l'émotion qui va avec. Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le point de départ, hein. Alors, le point de départ, tu vois, si on revient par exemple au monsieur de 90, 92 ans que j'avais en court séjour, c'est la première chose que j'ai faite. Après, donc ça, c'est une fois que j'y ai réfléchi avec des éléments qui sont publiés. La première chose que j'ai faite, c'est ressentir en moi le fait que je ressentais de la tristesse chez lui. Hmm. Là, c'est vraiment la première chose de l'empathie, c'est le côté émotionnel. Les émotions, c'est quelque chose qui véhicule très bien entre les personnes, souvent de façon
très inconsciente. Mm. Et en même temps, quand on met les mots sur l'émotion, ça permet de façon neurologique au cerveau de passer de l'émotion qu'il est en train de vivre à une autre partie du cerveau qui va analyser l'émotion. Ah, c'est vrai, tiens, quand je regarde, ouais, j'ai les lèvres pincées, j'ai les poings serrés, je parle fort, j'ai les sourcils froncés, ah, je suis peut-être un peu en colère, ouais. Mais paf, tu vois, d'un coup, en fait, il passe sur une autre partie du Ouais. cerveau et ça va Et du coup, calmer l'émotion oui, c'est ça. Tu passes à autre chose, et puis du coup, ce qui peut permettre dans certains cas de relativiser un peu, et de se dire, tiens, oui, pourquoi? et de construire, ouais. 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 Et d'engager aussi peut-être du dialogue. Et ce qui revient à la clé de, Exactement. à la clé de tout. Alors parfois, en gériatrie, parfois ça c'est compliqué parce que on doit quand même travailler avec des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui sont très souvent dépressifs ou déprimés, pas forcément traités. Hmm. En tout cas, quand on nomme l'émotion, quand on aide les gens à prendre conscience de leur état émotionnel, on est déjà très très bénéfique au niveau thérapeutique pour eux. Et on est extrêmement bénéfique pour la relation thérapeutique qui se construit Hmm. parce que d'un coup, en fait, on donne vie à la personne. C'est assez étonnant, mais le fait de nommer leurs émotions, les aider à identifier leurs émotions, déjà, ça leur permet de réguler l'émotion et ça permet de créer un lien très très fort avec la personne avec qui ils sont en échange. Et ça, c'est la première étape que j'avais faite pour ce monsieur qui était dans son lit là, avec l'altération de l'état général. Oui, parce que tu lui prouves que tu t'intéresses à lui et il y a une grande, enfin, il y a une forme de reconnaissance super, super avancée en fait. Dire, ok, il s'intéresse à moi et en plus, on dirait qu'il il s'intéresse bien, quoi, qu'il comprend en plus. Qui Tu vois. cherche à comprendre, ouais, Et il qui cherche cherche à et en comprendre. plus il trouve un petit peu, donc peut-être qu'il peut m'aider. C'est ça exactement. Non, c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait c'est tellement logique et du bon sens. Tu vois. Ouais, c'est intuitif, c'est logique, c'est bon sens, c'est intuitif. Et en même Ouais. temps, tu vois, quand j'utilise le petit protocole qui a été publié qui s'appelle NURSE, là, en 5 lettres, pardon, dont le premier est nommer l'émotion, quand je l'ai en tête, je sais que, par exemple, je peux me positionner de façon empathique, paf, en suivant un protocole qui m'aide, moi, à l'occasion, si je me sens un peu dépassé par l'événement, à me positionner de façon empathique, de façon très, très facile. Hmm. Quand j'ai fait la dernière formation avec Bérangère dans un établissement, la directrice reprend la main en fin d'intervention à peu près, en disant, ouais, je voudrais beaucoup insister quand même sur le côté temps et empathie. Donc elle développe tout ça. Sans l'interrompre, à un moment, elle me regarde un peu comme pour échanger. Puis je lui dis, j'ai l'impression que tu te sens perplexe parce que possiblement, j'ai pas assez développé cette, euh, cet aspect que tu aimerais mettre plus en lumière maintenant. Elle m'a dit, oui, c'est exactement ça. Puis elle a réussi à développer plus. Mais tu vois, Hmm. juste cette phrase, qui n'a pas duré longtemps, hein, elle a duré 3-4 secondes, allez, 5-6 secondes peut-être. Ça lui a permis de se sentir comprise, entendue et d'avancer encore plus dans son explication pour que les personnes qui étaient en face puissent mieux comprendre, Ouais, je comprends. mieux adhérer, mieux se positionner face à sa propre direction, hein. C'est pas, ça peut être compliqué parfois. Tout à l'heure, tu parlais de l'environnement, des environnements qui sont positifs, des environnements qui peuvent un petit peu étouffer les capacités empathiques ou les aptitudes empathiques des soignants. Hmm. Ouais, Donc non, on c'est clair que oui, juste le manque de temps réel ou ressenti, ou même, j'imagine, qu'est-ce que tu en penses si tu as une ambiance un petit peu difficile, tu vois, où les gens ils sont un petit peu sous pression pour diverses raisons, hein, le management, la charge de travail, le contexte et tout. euh, Qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, identifier les émotions et travailler sur les émotions des autres quand toi, un peu, ton émotion, c'est c'est le bazar. c'est la colère. Comment, comment on gère? Bah, c'est vraiment le côté, c'est vraiment le côté que nous on appelait systémique. Il y a d'autres professionnels scientifiques qui appellent ça adaptative.
C'est-à-dire que les, c'est pas forcément l'empathie en elle-même qui est atteinte, mais c'est la capacité de la personne à faire preuve d'empathie ou à développer des Hmm. comportements qui sont de nature à faire comprendre qu'ils cherchent à être empathiques avec les gens. Hmm. Donc là, quand on fait nos formations, il y a vraiment un point important qui est fait là-dessus pour faire comprendre qu'il est important à la fois de travailler à un niveau individuel, c'est-à-dire les Hmm. soignants ont besoin de formaliser un petit peu le côté intuitif de leur pratique. Ils ont besoin de se sentir soutenus aussi dans cette pratique. Il y a des soignants qui, on parlera peut-être de l'électron libre tout à l'heure si tu veux, mais des soignants qui peuvent se sentir un peu à l'écart d'une équipe qui est pas... Ouais, carrément. Voilà, donc ils peuvent se sentir pas bien du coup, à se dire, merde, zut, peut-être que je fais les choses pas bien, se sentir culpabilisé de leur propre proximité avec les gens. Et puis travailler donc du coup avec la direction pour montrer que l'organisation, c'est-à-dire que là, on n'est plus au niveau individuel, on est vraiment au niveau organisationnel, structurel. Ça a un impact extrêmement important sur les aptitudes à l'empathie. Très, très important. Par exemple, euh, la science dit que quand les équipes sont plus formées à l'empathie et ont des scores, parce qu'on peut mesurer tout ça, des scores aux tests à l'empathie qui sont plus élevés, il y a moins de turnover, il y a plus de satisfaction à son propre travail, il y a moins de plaintes, moins de douleurs exprimées parmi les gens soignés, et les thérapeutiques sont mieux suivies, il y a moins d'absentéisme. C'est quand même énorme pour... Ouais, c'est clair. il y a Non, une... ça change tout. Et en même temps, tu vois, moi, en fait, je suis pas du tout surpris, tu vois. Je me dis, ouais, c'est normal, parce que ça revient à des questions fondamentales qui sont de comment on s'écoute, comment on se parle, comment on s'entraide, et qu'à partir de là, bah, si tu as une équipe qui est capable de faire ça, forcément, les résultats, ils sont différents, plutôt qu'une équipe qui peut pas qui peut pas se voir, qui s'embrouille, qui se met des tacles par derrière, tu vois. Je veux Ouais, dire, c'est ça. c'est sûr. Il y a une culture comme ça qui a besoin d'émerger, un peu comme la culture palliative. C'est une culture qui a besoin d'émerger dans un établissement, qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin d'être mise en valeur, qui a besoin d'être facilitée, d'être accompagnée. Et du coup, quand on entend il faut être plus empathique, alors déjà, j'aime pas tellement la façon de le prononcer. J'ai envie Hmm. de dire, la bonne question, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour garder le niveau d'empathie et d'engagement empathique de l'équipe. C'est plus Ouais, ça c'est ça. intéressant. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas rencontré de soignants qui ne souhaitaient pas être empathiques. Oui, c'est sûr. Et puis je pense que c'est des métiers aussi qui sont un peu liés à l'empathie. Tu fais pas forcément ça si t'es Ouais. pas empathique, quoi. Que tu trouves autre chose qui te correspond mieux. C'est sûr. Et en même temps, c'est vrai que c'est violent de dire t'es pas assez empathique. Tu vois, c'est un peu comme si On entend parfois. tu l'entends, ouais. Ça fait un peu t'es pas assez un bon être humain. Tu vois. Exactement. Et C'est ça, ultra c'est violent. vraiment quelque chose de très problématique, cette façon de manager les équipes. C'est, c'est pas souhaitable, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ok. Si on veut te contacter, si on veut en savoir plus, si on veut organiser des formations, comment on fait? Par le site internet empathie au pluriel.fr. Ok. Que C'est je vais partager. Ok, sur ton site internet, moi j'ai regardé, on trouve tout, hein, c'est très clair. Et puis ici, quand même, une dernière question, parce que ça m'a vraiment interpellé. J'ai bien aimé sur ton site, et du coup, voilà, bah, ça vaut le coup d'y aller aussi pour ça. Le côté de, tu fais le lien avec les films, tout le cinéma, en fait, qui portent sur la personne âgée. Et je trouve ça vraiment cool, parce que c'est vrai qu'aussi pour faire évoluer les mentalités, la culture, voilà, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est que tu fais aussi des formations et de l'accompagnement pour les aidants. Et là ouais, aussi, c'est super intéressant parce que par rapport à domicile, si tu veux rebondir là-dessus, mais déjà, tu vois, je trouve que encourager les aidants à regarder certains films où on comprend mieux la maladie, les besoins, les réactions, le pourquoi du comment, je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, exactement. c'est pareil, ça vient pourquoi et comment t'as fait ça?
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors, le cinéma, dans l'enseignement de la médecine, ça existe depuis longtemps, ça s'appelle la cinéméducation. Ok, Cinéma, médical, éducation, voilà, tout je en savais tout, pas. collé, quoi. Je ne savais pas, ouais, mais en même temps, je me dis, moi aussi, je me passe là-dessus, je me dis, c'est tellement logique. Et ouais, parce qu'en fait, du coup, tu vois, quand je disais, on arrive en formation, on fait un premier diagnostic, la grosse difficulté, c'est de faire un diagnostic sur l'équipe qui est en poste. Parce que Ouais, ça peut être très très mal vécu, ça peut être très très délicat à faire, tu vois, de se sentir jugé, ça va à ouais, l'encontre d'une attitude empathique. Par contre, montrer un film et puis parler de ce qui s'est passé dans le film, ça dépersonnalise complètement par rapport au groupe sur ces situations-là et ça permet de développer beaucoup de choses. Est-ce que, par exemple, alors parfois il y a des erreurs qui sont montrées. Je sais pas si The Phaser, par exemple, est rempli de scènes pouvant être utilisées pour l'enseignement de l'empathie, l'enseignement de la médecine. La consultation d'annonce, elle est complètement foireuse. Ou quand il va voir ouais. sa neurologue avec sa fille, et il parle en disant ouais, elle veut aller à Paris, il parle même pas anglais là-bas. Et puis il rigole. Voilà, et il n'est pas accompagné là-dessus, il est mis un peu à l'écart. Et après, on lui fait les tests, on lui demande de sortir et on fait l'annonce à la fille jusqu'à ce qu'elle arrive dans le couloir alors que lui est dans la salle d'attente. C'est carrément pas du tout la façon de faire. Et on voit dans le film que ça a un impact quand même extrême. Ça a un impact important sur la Hmm. relation avec sa fille parce que quand il est dans la voiture, il la regarde plus, il regarde un peu par terre le chemin qui passe et puis il évite de lui prendre la main. Ça s'est filmé, c'est très beau. C'est voilà, un loupé de consultation d'annonce, c'est pas que un médecin qui s'est planté, c'est pas que une fille qui a fait comme elle pouvait, c'est aussi quelqu'un qui a été mis à l'écart. C'est un travail énorme en fait sur juste une petite scène. Et dans ce film-là, il y en a plein, 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 plein. Ouais, non, il est complètement dingue. En plus, enfin voilà, la personne âgée, c'est Anthony Hopkins, donc on est vraiment sur du haut niveau. Il a fait Très fort. Et alors pour les soignants, complètement dingue. pour les aidants, il y a une scène absolument géniale où il est en train de parler à sa nouvelle soignante qui arrivait, une jeune, et puis il fait un peu le lion en cage au fur et à mesure. Il commence à s'énerver, l'état émotionnel change, alors qu'il était en train de danser, de rigoler, d'un coup il devient agressif, il devient condescendant, et puis il s'énerve, il tourne dans la pièce, et à un moment il arrive en face de Anne, qui est sa fille. Et puis il lui dit, je sais plus si c'est Julie, l'autre fille, mais il lui dit quelque chose comme je préférais mon autre fille. Ouais. Affreux, c'est affreux quand on est aidant. Et les gens, ils ont vécu ça, mais comment est-ce qu'ils peuvent l'exprimer? Comment, par exemple, quand on regarde la scène, on peut s'arrêter, puis avec un groupe de professionnels ou même avec un groupe d'aidants, est-ce que ça vous est arrivé? Comment vous l'avez vécu? Vous êtes allé au-delà? Est-ce que vous avez réussi à aller au-delà Hmm. ce moment vraiment pénible? Et aux soignants, comment est-ce que vous pouvez aller chercher cette information sans devenir brusque, sans devenir... comment est-ce que vous pouvez ressentir le fait que peut-être il y a eu, pas de la maltraitance, mais voilà, il y a eu quand même ce moment particulièrement difficile à entendre, qui peut avoir un impact après derrière, parce qu'on voit quand même que Anne, elle ravale sa détresse émotionnelle, sa tristesse. C'est vraiment des scènes comme ça, c'est absolument génial pour travailler sur plein de sujets, quoi. Oui, parce qu'on voit la souffrance liée à l'émotionnel et des deux côtés. Du côté de la personne qui est concernée, du côté des aidants. Et c'est vrai que ouais, c'est des messages très forts. Très, Qui très sont des très bons sujets d'observation, d'analyse. Au moins, c'est très concret. Et c'est ça qui est génial, en fait. Tu vois, moi, je trouve de rendre des sujets comme la bientraitance, l'empathie, même le management à travers ben voilà, des exemples, des choses très concrètes où du coup, on arrive sur du palpable, quoi. On dit, OK, bien. ça, c'est pas bien. Ouais, bah, le PayPal, tu vois, au tout Ouais, début, on parlait de cette dame qui voulait son sac, là. Tu te rappelles pendant ouais, ouais, ouais. dans la toilette, finalement, c'est une aide-soignante qui a dit, ouais, bah, si vous voulez garder votre sac,
on peut le garder. Mais quand je ferai la toilette à côté droit, vous me tiendrez à gauche, et puis ainsi de Mhm. suite. On va essayer quand même de faire attention au sac. Je sens que c'est important pour vous. Ça a permis pendant 2 3 jours de faire les soins, la toilette, de façon vraiment très apaisée. Et au moment où cette dame a commencé à se sentir vraiment en sécurité, parce que le fait de prendre son sac, ça l'a vraiment mis en insécurité psychologique, mais le fait de lui laisser le temps, lui montrer que tout le monde allait maintenant un peu faire ça, il a été possible de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Mhm. Et c'est à ce moment-là que la même soignante a dit, bah, vous voulez qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans votre sac, vous voulez me dire un petit peu ce que vous mettez dedans, il a l'air d'être vraiment très très important pour vous. Et quand elle a ouvert, la dame a accepté, quand elle a ouvert, elle a retrouvé toutes les anciennes lettres de son époux Ah décédé. ouais, Et c'est ouais, pour ça qu'elle voulait pas lâcher son sac, c'est pas qu'elle était en plein délire, c'était ce ouais, qui lui restait de sa relation avec son époux, quoi. ouais, c'est complètement fou. Ah voilà, bah ça c'est le genre d'histoire où je pense que tu secoues beaucoup Ouais. le bocal émotionnel des gens. Et là, tu vois, là je pense que tu as un impact où tu vois, j'imagine, tu racontes cette histoire comme ça, plus jamais je prendrai quelqu'un, hein, tu vois, je prendrai les trucs comme ça, allez, c'est bon, maintenant, vous me donnez votre truc parce que là, pas que ça à faire, faut y aller, tu vois. Et ça, malheureusement, notre soignante qui est pressée et à qui on a fait la leçon plusieurs fois en disant qu'il fallait finir à l'heure, et bah du coup, dans son schéma de pensée, elle est dans cette idée, il faut aller vite, et elle va pas avoir le réflexe de se poser la question de oui, c'est quoi ou peut-être pas, c'est quoi le vrai besoin et pourquoi, quoi. Et ouais. Et en même temps, quand je regarde la situation, je me dis, bah, c'est plus long et plus difficile de faire les soins à quelqu'un qui est dans le refus, dans l'opposition, parce qu'on veut lui enlever son sac, C'est pas agréable, hein. de faire les soins à quelqu'un qui se sent enfin compris, qui arrive à parler de son époux, même si ça prendra du temps. Il y a quand même des psychologues, Hmm. il y a d'autres professionnels qui peuvent accompagner après derrière, même d'autres aides-soignantes, infirmières, des médecins. Chacun son tour, on peut diluer un peu l'aspect empathique de la prise en charge. Mais là, ici, la soignante, elle a gagné un max de temps en étant empathique. Ouais, bien sûr. La personne n'était plus opposée à faire les soins. Elle a gagné un temps, peut-être pas le jour même, mais sur l'ensemble de la prise en charge, elle a gagné un temps phénoménal. Non, mais c'est clair. Et puis, qualité aussi de soins, puisque forcément, tu as quelqu'un qui est Exactement, plus ouais. dans l'opposition, voilà. Et voire même, ça aurait pu finir sur un accident de travail parce que des mouvements brusques et tout, enfin bref. Non, bah ok, bah c'est vraiment super. J'ai appris plein de trucs. Et puis, bah, je vais voilà, continuer. Peut-être regarder. Il y a des films que j'ai pas vus, donc c'est l'occasion. Et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Ah ouais, ouais, je Pour pense des que suites. si ça t'intéresse, il y a moyen de faire encore Moyen de au faire une moins. série. Ouais, tu as de quoi faire une série. On avait fait une série, on avait publié une série de très courts articles qui nous avaient été commandés par une revue médicale Ok. qui faisait 2 pages seulement, qui nous a permis de développer de débunker, maintenant on dit, hein, débunker Hmm. des mythes ou des croyances sur l'empathie qui étaient pas forcément celles que la science nous dit. On peut les retrouver sur ton site? Et c'est sur le site internet macaire.fr, sur, dans la rubrique empathie, c'est la mythologie sur l'empathie dans les soins. Ok, Et on nickel. s'appuie sur des chansons, des films, des livres, et beaucoup d'études scientifiques qui sont écrites de façon accessible et pédagogique. Super. Et ben, on va aller voir tout ça. Et ben, merci à toi. Et puis à bientôt. Bah, je te remercie beaucoup, Armand. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.